Bonsoir à toutes et à tous. Hello to everyone. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire dans quelques instants. Je voudrais juste donc vous signaler à tous et à toutes que l'interprétation du webinaire est disponible en espagnol, en français et en anglais. Donc vous pouvez choisir la langue de votre choix en cliquant sur l'icône qui représente le globe terrestre en bas de l'écran. So hello to everyone. Before we start with this webinar, I would like to say that translation into Spanish, French, and English is provided. So you can choose the channel of your preference by clicking on the world icon at the bottom of your screen. And I think that it was also explained in the chat, and you can see it on the slides. Donc, je vous invite à tous à choisir la langue de votre choix et l'interprétation en français ou en anglais ou en espagnol. De mon côté, je vais assurer la modération en français, mais certains de nos intervenants parleront anglais et espagnol. Voilà, donc vous pouvez choisir l'interprétation. À nouveau, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette première session de la série de webinaires proposés par le réseau DryNet et portant sur la neutralité en matière de dégradation des terres. Je suis Manon Albagnac, je travaille pour l'ONG française CARI depuis 2016. Et au sein du CARI, je participe au renforcement des capacités et au plaidoyer des organisations de la société civile qui luttent contre la désertification et la dégradation des terres, en particulier dans la région du Sahel. Je suis également très impliquée dans le suivi de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Entre 2020 et 2022, j'ai représenté l'Europe occidentale au sein du panel des OSC de la Convention et je suis actuellement observatrice des OSC au sein de l'interface sciences politiques de la Convention. Mon organisation, le CARI, est un membre fondateur du réseau international de la société civile DryNet qui organise cette série de webinaires. Et donc, je serai aujourd'hui votre modératrice pour ce webinaire qui est organisé plus particulièrement dans le cadre d'un projet intitulé Renforcer le rôle de la société civile dans la réalisation de la neutralité en matière de dégradation des terres. En abrégé, c'est le projet CS4LDN qui est financé par le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, et qui est mis en œuvre par des organisations de la société civile, donc via le réseau DryNet et avec le soutien de l'UICN et de l'ONG Bossens. Cette série de webinaires qui débute aujourd'hui et qui se poursuivra jusqu'en octobre vise à renforcer les connaissances et les capacités des organisations de la société civile sur des thèmes clés liés à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et plus particulièrement sur la neutralité en matière de dégradation des terres. Je pense qu'on a peut-être une diapo dans le diaporama qui était projeté qui présente la liste des webinaires qui sont prévus dans le cadre de cette série. Et vous avez le lien. Certainement que vous avez aussi reçu ces informations par email. Et dans le cadre du projet CS4LDN, donc on vous encourage assez vivement à suivre cette série de webinaires. Et vous pouvez noter que les participants, les personnes qui auront assisté à au moins 3 des 4 webinaires de cette série recevront un certificat de participation. Grâce aux panélistes mobilisés pour le webinaire d'aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs thèmes clés qui sont au cœur des négociations actuelles de la Convention de désertification et nous allons identifier les points d'entrée pour l'engagement de la société civile dans les négociations de la Convention. Avant de commencer, quelques points pratiques. Donc, ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera disponible à la suite du webinaire. Je l'ai déjà dit, mais alors s'il y a des gens qui nous ont rejoints, une traduction en espagnol, en français et en anglais est disponible. Vous pouvez choisir la langue de votre choix en cliquant sur l'icône qui représente le globe terrestre
Et vous aurez des panélistes qui s'exprimeront en anglais et en espagnol. Donc voilà, si vous êtes francophone, vous pouvez vous connecter sur le canal français. Je le répète en anglais. So for the people who joined us, and if you have not yet done it, please note that translation into Spanish, French, and English is provided. So please choose the channel of your preference by clicking on the world icon at the bottom of your screen. I will be moderating in French, and other speakers will speak English and Spanish, so you can choose the language where you are more comfortable. Nous vous encourageons aussi vivement à utiliser la fenêtre de discussion pour vous présenter, pour partager vos réflexions tout au long du webinaire, échanger avec les autres participants. À l'issue des présentations, nous aurons une session de dialogue avec les panélistes, donc vous pouvez utiliser l'espace de discussion pour poster vos questions aux intervenants. Voilà, et à l'issue des présentations, on prendra le temps d'y répondre. Nous allons commencer le webinaire par une intervention introductive de notre première invitée d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui participe à la Convention des certifications depuis ses prémices en 1992. Monsieur Octavio Pérez Pardo est un spécialiste de la gestion durable des terres et des politiques environnementales. Il a joué différents rôles dans les négociations de la Convention, en tant que représentant officiel de l'Argentine, en tant qu'expert indépendant et plus récemment au sein du groupe des organisations de la société civile. Il a d'ailleurs représenté l'Amérique latine et les Caraïbes au sein du panel des organisations de la société civile pendant la période 2018-2019. Cher Octavio, vous allez nous présenter dans votre intervention introductive les origines de la Convention et son évolution jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre plus particulièrement ce qu'est la neutralité en matière de dégradation des terres, dont on parle au sein de cette série de webinaires, ainsi que les raisons pour lesquelles cette Convention sur la désertification a une importance particulière et joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable. Octavio, vous avez la parole pendant 5 minutes environ. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Todo empieza institucionalmente después de lo que fue la gran sequía del Sahel, durante el periodo 68-73, que afectó gravemente a muchos países de África Occidental. Desencadenó una hambruna a gran escala, muriendo aproximadamente más de 100.000 personas en el área y perdiéndose casi un tercio del ganado existente. Esta sequía fue tan catastrófica que llevó a la movilización, la primera movilización de una ayuda externa internacional, a la creación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, en 1977, y a la convocatoria de una conferencia de Naciones Unidas realizada en Nairobi en 1977. Dicha conferencia, si bien aprobó un plan de acción para combatir la desertificación, desgraciadamente ese plan fracasó por dos grandes motivos. La falta de apoyo técnico, no había una estructura técnica de asistencia a la lucha contra la desertificación, y un inadecuado financiamiento. 15 años después, las Naciones Unidas convocan en junio de 1992 a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la llamada Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil. Desde ahí me toca participar a mí representando a mi país en Río. Allí se abrieron a las firmas los dos textos acordados de dos convenciones previas, biodiversidad y cambio climático, y también se acordó iniciar en abril de 1993, en Nairobi, las negociaciones para elaborar un marco normativo vinculante de desertificación. Este marco se aprueba el 17 de junio de 1994 en París, es el texto actual de la convención, y ese día, al consensuarlo, se estableció como el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. Ya han pasado 34 años desde ese hecho
Y podríamos dividir el trabajo de la convención en cuatro diferentes etapas. La primera etapa la podríamos llamar la etapa de gestación, adopción y construcción de un marco institucional y político. O sea, el inicio, 1992-1996. Ahí hay un reconocimiento global de la desertificación como un problema ambiental y social. Hay definiciones de las obligaciones de los países parte afectados y los países parte desarrollados. El enfoque bottom-up, donde la participación de las organizaciones de la sociedad civil es uno de los rasgos más innovadores de este acuerdo ambiental, a diferencia de lo acordado en biodiversidad y en cambio climático. Luego podemos hablar de una segunda etapa, que podríamos denominarla como etapa de implementación inicial, del 96 al 2007. El eje de esta etapa es los países empiezan a elaborar sus propios programas de acción nacional con resultados desiguales. Algunos los mantienen a la fecha, otros los han perdido. Empieza una tercera etapa que podríamos llamar la etapa de reorientación estratégica del 2007 al 2015, donde el eje pasa de ser un enfoque declarativo a algo más técnico y medible. Ahí se aprueba la estrategia decenal 2008-2018, donde se intenta mejorar la eficacia de la convención, se introducen indicadores y se hace un monitoreo más sistemático. Y podríamos decir que hoy estamos transitando una cuarta etapa, que podríamos denominarla como la etapa de la integración global y el enfoque en metas desde el año 2015 hasta la actualidad, donde sus principales objetivos o ejes son la alineación de la convención a los postulados de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, áreas de acción o líneas programáticas bien definidas, tierra, sequía, restauración, financiamiento, la incorporación del concepto de neutralidad de degradación de las tierras, que se refiere a buscar mantener o mejorar la salud y productividad de la tierra, equilibrando pérdidas con restauración y conservación de las tierras. Esto es algo innovador y estratégico y que hay que profundizarlo. En esa línea, y para ir cerrando mi presentación, mi apertura, la pregunta que uno se hace es: ¿qué está en juego para nuestra tierra hoy? Yo veo cuatro dimensiones y riesgos en cada una de esas cuatro. La primera, la base productiva. Lo que está en juego es la seguridad alimentaria, la resiliencia de sistemas productivos. Otra dimensión es el agua y la sequía. Y aquí lo que está en juego es la disponibilidad de esa agua para consumo y producción y, en caso de no encontrarla, los conflictos por el uso del recurso que se pueden presentar, que de hecho se presentan en varios lugares del mundo. Otra dimensión es los ecosistemas y la biodiversidad. Y acá los riesgos están en los bosques y en la pérdida de especies o conservación de especies, en los servicios ecosistémicos asociados, que no solo es captura de carbono o regulación hídrica, también es polinización, es producción agropecuaria a través de la polinización de especies de la biodiversidad. Y por último, otra dimensión es el tejido social y territorial, y lo vemos a diario: la migración rural, el aumento de la pobreza, la pérdida de saberes tradicionales, los conflictos por la tierra. Por último, me pregunto que para disparar este evento es: ¿qué esperamos para el futuro y cuál debería ser el rol a jugar de las organizaciones de la sociedad civil y sus redes como Drainet? Y es pasar de ser actores consultivos a ser socios de la implementación, desempeñando un rol claramente operativo, articulador, ejecutar proyectos concretos bajando a tierra la neutralidad en la degradación,
que aseguren no solo la inclusión de las comunidades campesinas, sino también que se generen datos locales para monitoreo de esa neutralidad de la degradación. En relación a las sequías, las organizaciones deberían pasar de a crisis a gestión preventiva del riesgo a través del desarrollo de sistemas de alertas tempranos comunitarios o planes locales de resiliencia. En fin, para finalizar, las organizaciones deberían transformarse en este año, en este decenio de la restauración, como los grandes líderes en la restauración de pastizales, reforestaciones con enfoque local, integrando saberes tradicionales y técnicos, y un tema para que no fracase lo que en su primer inicio fracasó, que es el tema financiamiento. Las organizaciones deben convertirse en socios estratégicos en el financiamiento, garantizando que el mismo llegue a nivel local. Y esto se genera a través de mecanismos innovadores que se están dando, como la financiación combinada, que combine capital público, filantrópico o privado con el desarrollo de lo que cada vez se ve más, que son las microfinanzas rurales. En resumen, agradeciendo la invitación, yo creo que la sociedad civil tiene en esta etapa que está desarrollando la convención, tiene que actuar como un socio estratégico en la implementación territorial de los proyectos a desarrollarse e impulsores de una innovación financiera y social. Este es el enfoque, espero que puedan avanzar en el desarrollo de temas vinculados al rol de la sociedad civil en este aspecto y les agradezco. Muchas gracias por la invitación. Merci beaucoup, Octavio, cher Octavio, pour cette introduction et pour avoir bien resitué finalement l'enjeu de la gestion durable des terres dans l'atteinte des différents ODD. On voit que ce qui est en jeu, c'est pas uniquement les aspects écosystémiques, mais aussi des aspects de développement social et économique. Merci également pour nous en avoir dit un peu plus sur le rôle que les organisations de la société civile peuvent jouer au sein de la Convention, aussi bien en termes de plaidoyer que dans la transmission des savoirs et dans l'action. Nous allons certainement approfondir cet aspect plus tard. Vous avez abordé à la fin la question des financements qui, à mon avis, va susciter beaucoup de questions de la part des participants. Donc, Octavio, si vous le souhaitez, il y a déjà des questions qui apparaissent dans l'espace questions et réponses. Je vous invite éventuellement à les regarder et à y répondre par écrit de manière à ce que tous les participants aient accès aux réponses. Pour poursuivre ce webinaire, on va approfondir plusieurs thèmes clés qui sont actuellement au cœur de l'agenda de la Convention. Pendant longtemps, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a été confrontée au paradoxe de parler de la restauration des terres et de la préservation des modes de vie des communautés sans accorder une attention assez concrète et significative aux terres agricoles ou aux terres pastorales. Et cela a changé avec les décisions importantes prises lors de la dernière conférence des parties, la COP16, qui s'est tenue à Riyad en 2024. Notre prochaine intervenante va nous présenter du coup les enjeux de la décision 19 de la COP16 qui appelle à éviter, réduire et inverser la dégradation des terres agricoles. Madame Nora Berarmouni est la directrice adjointe de la division des terres et des eaux de la FAO. Écologiste spécialisée dans les zones arides, elle possède plus de 25 ans d'expérience au sein de différentes organisations internationales où elle a dirigé des programmes sur la gestion durable des terres, des ressources naturelles, la restauration des forêts et des paysages, ainsi que la lutte contre la désertification. Donc Nora, vous allez également nous présenter comment cette décision 19 de la COP16 est en train d'être mise en œuvre en vue de la COP17 avec le soutien de la FAO. Vous avez la parole pour 10 minutes. Merci infiniment, Manon.
Good afternoon, good morning, bonjour, bonsoir, et buenos días, buenas tardes. I will present my presentation, giving an overview, a quick overview, so that we can, in interest of time, on these decisions and what is at stake actually at the UNCCD and ahead of the COP17 on the issues related to agricultural lands and land tenure. Next, please. Why it is so important to speak about this issue? What is at stake? Next, please. Actually, 60% of the human-induced land degradation, 60% of it, which is actually over 1 billion hectares, occurs in agricultural lands. And here, when I talk about agricultural land, it includes croplands as well as rangelands or pasture land. No, the land that is grazed. That is grazed. Next, please. And of course, we cannot speak about the degradation of land and achieving land degradation neutrality in this vast agricultural land and pasture land without addressing the issue of land tenure, because who owns the land? So we need really to make sure to understand who owns it, how secure they are in terms of the land tenure, to ensure sustainable land management and sustainable soil management and so on, and investment in and support and contribution to preventing, reducing, and reversing and restoring the degraded land. So, for instance, for example, 85% of farms are very small, are actually less than 2 hectares, and only 9, and they are owned only by 9% of this agricultural land. And of course, we still have an issue in terms of, while the other part, the bigger part, over 50%, is owned by bigger owners, who have more than 1,000 hectares of agricultural lands for production purposes. I will not really, I just left these figures for you also to go through and look at it, and these are based on the latest and the recent report of the status of land tenure and governance that was developed and published recently in February 2026 by FAO, together in close collaboration with the International Land Coalition, ILC, as well as CIRAD, the Research Center for International Development. Next, please. And actually, there is still an issue of in terms of land tenure, of security, of this tenure, and also there is an imbalance between the countries, between actually the men and women that would feel secure, as well as within part of the countries where people are really feeling secure about their land. Next, please, and then next, so that we go very faster. If you can go ahead. And so the question is, if we want really to address land degradation and desertification across the world, we need to reverse, prevent, reduce, and reverse this degradation actually in agricultural land. And if we can reverse or restore at least the 10% of the degraded cropland and pasture land, so 10% of these 1 billion hectares, we can actually feed over 150 million people every year. Next. This is why actually the UNCCD has been really taking landmark decisions over its course. Next,
The first one that was really looked at is about the land tenure. So already since 2019, there was a decision by UNCCD COP14 to really address the issue of land tenure in order to enhance the implementation of the convention by, by the people, by the different landowners or land managers on the ground. And to do that, we have been working in close collaboration with UNCCD, so FAO with UNCCD, to develop what we call a technical guide for for LDN. So a technical guide on the adaptation of what we call the voluntary guidelines for on land tenure and governance, or governance of land tenure in forestry and in fisheries, etc., within the context of the food of the national food security. And of course, having a technical guide is not sufficient. We needed, of course, to continue the support with the UNCCD and with the funding of the GEF, the Global Environment Facility, through pilot projects and programs to make sure that this guide is really implemented on the ground and achieve the land degradation neutrality objectives. And this brings us again to another decision in COP15, as well as another decision just lately in COP16 in 2024, which really asked FAO in collaboration with the UNCCD and many partners to continue work on getting further national consultations to so that we can enhance awareness raising on the land tenure issues and how we can integrate them in the context of the Convention of Desertification and develop a land toolbox and also accountability and grievance mechanisms compendium. And these, just for you, the good news is that by the COP17, we hopefully will be able to have these tools finalized and completed, and they can be certainly accessed on the UNCCD website. Next, please. And of course, the first ever decision that has been also, this is the first ever on agricultural land, was what we call the Decision 19, COP16, on avoiding, reducing, and reversing land and soil degradation of agricultural lands. This is really a landmark decision that put at the core of this decision the role of the stewards of the land, which include, of course, farmers, pastoralists, and indigenous peoples, and youth, and many other stakeholders, of course, including the civil society, who also support management of the land, in order to ensure healthy soils and healthy land, and to be more productive for food security and nutrition, but of course, without forgetting the importance of integrating soil, land, and water management, but also ecosystem-based approaches or nature-based based approaches, with including all the diversification of cropping systems, and also the use of crops, the biodiversity, the agrobiodiversity, the traditional biodiversity that is more adapted and resilient to climate change. Next, please. And very quickly, this decision has really encouraged, of course, parties to promote those approaches. And next, please, because I would like really to go further, and requested FAO and the Secretary, in collaboration with the UNCCD and partners, to develop what we call a guidance to avoiding, reducing, and reversing land and soil degradation of agricultural land. Next. So where we are with this guidance, because COP17, maybe just quickly, in order to remind us that this decision is really looking at avoiding. So it is normally the less, actually the most cost-effective, let's say, action
to do, so preventing, halting degradation. Second, reduce, so really restore what, manage what is sustainably, and also restore what is still have been converted. But then the third, reverse, even more action-oriented restoration in order to repair the damage that we have done, which will be certainly more costly than just avoiding. Next. And where are we? How have just a quick, let's say, overview how we have been developing this, the process to develop this guidance. That was really a multi-stakeholder consultation based on different events that have been and also taken advantage of different processes, like, for example, the creek in Panama in December, but also some FAO events. And the latest one, actually, I have been really very happy to take part to the Desertification Action Summit that was organized in Djerba in Tunisia, where we had also run a consultation on this guidance, and we got very good constructive and very good contributions to improve the guidance and enhance it. And the great thing is that really we felt that we were on the right direction, and we were really encouraged that the civil society, the research, the academicians that were there, as well as the focal points of the government focal points of the UNCCD, were really supportive to all those points that have been mentioned in the draft guidance I have just presented at that forum. Next. And just to give you a glimpse of, of course, this guidance, So one, regarding its scope, so to whom this guidance have been, developed or have been, developed for, is, of course, the policymakers, in order to understand what strategies they need to take. So the what and the why they need to take in order to address land degradation neutrality, but also making sure that they put the enabling environment or the enabling policies and strategies that could support this work. Investors, including from governments to CSOs to private sector, and the practitioners, so the ones who are really doing the job on the ground, the farmers, including also many NGOs and civil society, as well as, of course, as I said, farmers, but also the pastoralists. Next. And so just to give you a glimpse about the things, or the issues, or not the issues, but the main content of this guidance, or the narrative that have been supporting through the guidance, is related to diversification. No, for example, there is a need to support diversification of production systems, and also using integrated approaches, as you can see, including intercropping, crop rotation, the different types of varieties and biodiversity, etc., where it's trees or shrubs or crops. Next, or grasses, actually for feed. And the key approaches, including agroecology, it has been really also very much supported through the forum that we had, through the consultation we had in Tunisia, in Djerba, agroforestry, as well as other types of integrated crop livestock systems. Next. And in order, of course, okay, we know the what we need to do and how to do it, for example, including also the grazing lands, how we need to manage sustainably the pastures, as well as including agro-silvopastoral systems and so on. But in order to have these, how can I say, implemented, we will need a supportive enabling environment. So we need also to act next at the bottom, or at the barriers. We can go next, please.
act and address the barriers behind the degradation, but also the drivers of change, the drivers that would help us promote these sustainable integrated approaches and also restoration of these lands. So, for example, act on the policy coherence. So there is a lot of guidance on policy coherence, not just policies, because across different sectors, they need to be coherent and positive for land degradation neutrality. Land tenure, as I was also speaking before, so we need also still to push further to work on the land tenure issue in order to address the implementation of the voluntary guidelines of governance and land tenure. Markets and value chains, we need to support also the access and development of sustainable value chains for the diversification of the product, so that we can also make sure that what is used for the restoration of the management of the farmland also can find markets, but also the market can encourage the good practice on the ground. Next. And finally, and I think our dear colleague Octavio has spoke about the finance, the investment that is needed also to support land degradation neutrality. We need also to ensure integration of the policies of land or the governance of land, soil, and water, not looking at them or addressing them separately and in isolation. And of course, having science and innovations to support this work. And when I say science and innovation, including the traditional knowledge, including the community's knowledge, and using extension services. Here we gave, for example, the example of the farmer field schools, of the soil doctors program that we have, and many others in order to support best practice on the ground. Next, please. And so how this guidance would look like, we will have a document normally that will be, a summary documents to provide the narrative, for this guidance, but also it will be combined together with a more practical live platform or toolkit that will be built online, that is actually under building already online, using what we call our platform ATIO KB, which is Agri-Food Systems, Technologies and Innovation Outlook Knowledge Base, which is, of course, building up on, for example, the WOCAT, as you know, different other databases that exist, like the CGR databases, the WOCAT database, and many other databases that we have already. But using also AI, we can really make sure to help the user who has a question in his country, on his farm, on how to manage or sustainably use his land or restore the land. He can find answers to these, or how to run an integrated land use planning work, etc., on his land. So it's really, I think, a powerful tool that needs to be supported and can be also regularly updated while we are developing the guidance. And the good thing is that, of course, we aim at the COP17 to present this at the COP17 in Mongolia. And of course, the process of consultation will continue, but I will give you more information later in the discussion, in the dialogue. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, Nora, de nous avoir aidé à comprendre comment la Convention de désertification peut favoriser une transformation des systèmes agricoles. Et je suis ravie de constater que l'agroécologie figure parmi les approches clés qui sont promues. Et j'espère que ce sera davantage encore au centre dans cette boîte à outils dont vous avez parlé.
Alors dans la boîte de questions et réponses, il y a déjà plusieurs questions qui sont liées aux conditions favorables à l'action, avec des participants qui se demandent comment s'assurer notamment que les droits fonciers des pasteurs, des communautés autochtones soient pris en compte, et comment aussi faire en sorte que les femmes rurales soient au cœur de l'action. Donc c'est des questions sur lesquelles je vous interrogerai, mais d'abord on va passer à notre dernier panéliste. Et j'invite du coup tous les participants à continuer à noter leurs questions dans la boîte questions-réponses, et nous prendrons le temps d'y répondre après l'intervention de Monsieur Emmanuel Sec, qui va nous faire part des discussions en cours sur le futur cadre stratégique de la Convention désertification. Donc Emmanuel est le directeur exécutif de l'ONG Enda Energy, qui est basée au Sénégal. Il est environnementaliste et expert en gestion des connaissances. Il possède une vaste expérience en matière de gestion durable des terres, de lutte contre la désertification et la sécheresse. Il a été membre du tout premier panel des organisations de la société civile de la Convention désertification. Ça date déjà, je ne sais pas s'il rappellera l'année. Et il est actuellement représentant de la société civile au sein du groupe de travail intergouvernemental sur le futur cadre stratégique de la Convention désertification. Bonjour Emmanuel, et vous avez la parole donc pendant 10 minutes. Bonjour Manon. Au moment où je parle, je suis déjà en formation avec des jeunes euh, négociateurs donc sur les questions de changement climatique, donc pour les pays les moins avancés que nous organisons présentement. Et je suis très ravi donc de prendre part à cette session donc de webinaire qui permet de parler davantage des questions de la sécheresse, des questions de désertification, parce que c'est très prégnant. Donc, quand on regarde, par exemple, de Dakar à Djibouti, c'est-à-dire le Sahel et le Sahara, et on monte vers les pays en Easton, on voit que c'est des zones non seulement affectées par les questions de sécheresse, mais également des zones qui sont fortement en conflit. Et en parler davantage, à mon avis, est très important parce que ça permet de focaliser l'intérêt et de mobiliser davantage, disons, l'engagement des différentes parties prenantes et essentiellement des acteurs de la société civile. Donc, juste pour revenir sur certaines données, on voit là que la question est plus qu'importante dans nos zones parce que pratiquement plus de 1,5 milliard d'hectares de terres dégradées ont été signalés. À cela s'ajoute donc 15,4% de terres recensées, donc dégradées, soit une augmentation de 4% en 4 ans. Donc ça veut dire que la dégradation des sols augmente à un rythme constant. On reconnaît aussi qu'il y a des graves conditions donc, de sécheresse qui affectent plusieurs régions à travers le monde. Sur 98 pays touchés par la sécheresse, 15 ont connu une sécheresse grave et extrême sur une partie de la totalité de leur terroir. Donc, si vous vous référez déjà aux informations qui sont fournies dans les rapports donc des pays, des pays membres ou pays parties de la Convention, vous pourrez trouver ces informations-là. Et pratiquement une bonne population à travers le monde est touchée par ce phénomène donc de sécheresse sur lesquels nous allons revenir pour mieux comprendre un peu le concept en tant que tel et les incidences à travers le monde. Donc sur 1,84 milliard de personnes touchées par la sécheresse, 4% sont exposés à une sécheresse grave et extrême, c'est-à-dire qui sont en train de subir des moments donc de famine ou d'extrême nécessité en matière donc des questions relatives à l'eau. Au niveau mondial, il a été noté donc par les Nations Unies en 2024 que la sécheresse coûte globalement plus de 300 milliards donc, de dollars chaque année. Notez, sur 3 ans ou 4 ans, seuls 4,93 milliards de dollars ont été investis sur les questions donc disons de lutte contre la désertification, la dégradation des terres
et la sécheresse. Là, souvent, les images parlent beaucoup plus que les mots. Donc, je ne vais pas me pesantir là-dessus, mais vous verrez qu'il y a une forte dégradation des terres, donc qui sont connues par beaucoup de nos pays, notamment sahéliens et de la Corne de l'Afrique. La fréquence et l'intensité donc de la sécheresse, la réduction de la consommation en eau, les aspects relatifs à la réduction donc du cheptel et la famine donc dans certaines zones. Mais là où nous devrions nous accorder, c'est par rapport au concept, parce que souvent on parle de sécheresse sans parler des dérivés hein, donc de la sécheresse, parce que globalement on sait que quand il y a un déficit net disons de pluviométrie, cela peut avoir des incidences et des déséquilibres hydrologiques qui affectent nos systèmes de production donc au niveau global. Mais il est à noter qu'en parlant de sécheresse, il y a la sécheresse donc météorologique, il y a la sécheresse hydrologique, il y a la sécheresse agricole, donc qui impacte sur les moyens sur le sol, mais les moyens disons, de production agricole et les pertes en récolte. Il y a aussi la sécheresse socio-économique, mais globalement, ce qu'on peut retenir donc de ces dérivés, c'est la problématique relative à l'eau et le déficit par rapport à la pluviométrie. Donc, pour dire que globalement, donc quand on parle de cette question dans le cadre de la désertification, ça s'impose. Ça s'impose par le fait qu'il ne faut pas l'oublier. Lors de la dernière conférence des parties, les pays africains avaient mis en avant la question donc du protocole pour la sécheresse. Pourquoi le protocole pour la sécheresse? Comme vous l'avez noté dans d'autres conventions, la convention sur les changements climatiques, la convention sur la biodiversité, il y a toujours des mécanismes qui permettent d'améliorer la mise en œuvre de ces conventions-là. Récemment, le mécanisme que nous avons eu concerne le fonds pour les réponses sur les pertes et dommages. Et en parlant de cela, pourquoi on ne mobiliserait pas de ressources pour permettre aux pays qui en souffrent et qui sont les plus vulnérables donc au changement, à la sécheresse, d'avoir les moyens donc de réponse par rapport à ce phénomène-là. Donc pour nous, c'est fondamental qu'il y ait ce protocole-là, donc parce qu'on le sait, la plupart des pays, notamment qui abritent les conférences des parties, ne veulent pas avoir d'échecs quand ils organisent disons, ces événements ou ces sessions. C'est l'une des raisons pour lesquelles aussi on a une multitude, disons, d'initiatives, hein, donc, ou qui éludent l'importance des mécanismes qui doivent accompagner la mise en œuvre donc, de la Convention, mais je vais y revenir. Revenir sur, disons, le groupe de travail, hein, donc sur le cadre stratégique futur de la Convention, mécanisme dans lequel je représente les organisations de la société civile globalement, et qui a été décidé lors de la COP16, donc que nous avons eu récemment à Riyad, donc pour pouvoir réfléchir sur ce que sera le prochain régime donc de la Convention cadre des Nations Unies donc, pour la lutte contre la désertification. Et dans ce mécanisme-là, nous avons 20 membres, et parmi ces 20 membres, nous avons un représentant de la société civile qui agit avec plein prérogative au même titre donc que les autres, disons, représentants, que ce soit régionaux ou des scientifiques indépendants et même techniques, donc dans ce mécanisme-là. Donc, nous avons la même voix. On prend en compte tout ce que le représentant de la société civile dit au même titre que ce qui représente globalement ce mécanisme-là. Donc, ça veut dire quelque part, je pense que cela a été souligné, s'il y a des inputs, des contributions, soit qui relèvent de la dernière rencontre qui a été organisée, Desertif Action à Tunis, c'est de pouvoir alimenter donc le représentant afin que les attentes, les besoins donc qu'exprime la société civile puissent être considérés dans ces instances-là. Mais préciser que l'un de nos mandats ou les éléments de nos mandats, c'est d'identifier les éléments clés. Donc, comme je l'ai dit, dans le cadre stratégique post-2030, nous savons tous que la stratégie va jusqu'à 2030, mais il faut déjà réfléchir à au-delà de 2030 et
arriver à procéder à une analyse approfondie donc des indicateurs actuels pour les rapports nationaux sur les objectifs stratégiques donc du cadre qui est déjà en place pour la Convention. Rappeler que nous avons eu quand même un rapport préliminaire lors de la session donc du CRIC de Panama, mais ce rapport a été rejeté hein, donc pour des questions de préséance et de procédure pour ne pas, disons, le nommer, par le pays parti russe. Hein, donc, parce que la Russie devait représenter l'Europe de l'Est, donc dans le mécanisme-là, et jusque-là, disons, sa représentation n'a pas encore été validée, et ils ont trouvé nécessaire donc de ne pas valider le rapport intérimaire. Nous devrions, lors de la COP à venir, fournir un rapport donc aux partis pour donner des orientations par rapport à, disons, aux activités que nous envisageons mener et notamment les objectifs stratégiques que nous pensons étant les plus pertinents. Pendant ce temps, nous avons pris quand même le temps de réfléchir sur ce que devrait être donc une vision pour les années à venir, c'est-à-dire au-delà donc de 2030, arriver à un monde où des terres saines et gérées durablement contribuent à un bien-être humain résilient et inclusif, ainsi qu'à la sécurité alimentaire et qui soutiennent ces terres, que ces terres soutiennent le service écosystémique et permettent aux sociétés de faire face à la sécheresse et aux autres pressions croissantes donc sur les terres. Ce serait très important que les acteurs de la société civile ici présents prennent en compte cette vision-là, donc qui pourrait être une référence et qui sous-tendrait un peu, disons, le cadre à venir. Mais sur quoi on doit s'adosser cette vision-là? Là, le groupe intergouvernemental est en train de réfléchir sur, disons, des approches, à savoir, est-ce qu'on va prendre une option qui part sur des principes, hein, donc des principes de droit et de tenue foncière, des principes d'inclusion, qui va partir donc sur des éléments d'input, à savoir les ressources, la mobilisation de ressources, les aspects relatifs à la science, mais ce qui est constant, hein, donc au niveau de la démarche, au-delà donc, disons, des moyens ou des tools, c'est un peu les résultats, c'est-à-dire considérés présentement comme étant les objectifs stratégiques, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, la gestion durable, disons, des terres et de l'eau. Donc, la dimension eau devient de plus en plus une question importante liée à la gestion donc des terres, la gestion donc proactive donc de la sécheresse avec l'anticipation, les systèmes d'alerte précoce, etc., et les aspects donc disons, liées à la mobilisation. Donc, il y a donc une ingénierie à faire pour arriver à trouver, disons, la meilleure approche. Mais ces points ou ces options ont été déjà soumis à travers une lettre qui a été envoyée par les co-chairs. Nous avons deux co-chairs, un co-chair donc représentant le nord et un co-chair représentant le sud. Donc, pour le nord, il s'appelle Jeff, donc il est des États-Unis, et nous avons une Sud-Africaine comme co-chair, mais la question aussi de l'évaluation demeure fondamentale donc dans cette démarche-là. Donc nous en Emmanuel, sommes, on est oui, quasiment arrivé à la fin du temps. Je pense on va perdre les interprètes dans quelques minutes et je voudrais qu'on puisse encore avoir un petit tour de table avec les trois panélistes pour répondre aux questions et réponses. Qu'est-ce que vous d'accord. pouvez Ben, essayer d'aller vers je la vais, fin? fin- je vais finir si vous le permettez, parce que bon, disons, je pense qu'on a pris du temps avant moi, sur l'engagement donc des acteurs de la société civile dans le domaine du plaidoyer. J'ai présenté donc une figure pour voir comment on devrait pouvoir influencer de la base, c'est-à-dire à travers les réseaux, les plateformes, les organisations ou les forums qui existent au niveau national. Nous avons une bonne représentation à travers le CSOS panel et
l'interface donc sciences politiques pour pouvoir influencer les contributions au niveau du CST, du SPI et également donc du CRIC. Maintenant, le groupe intergouvernemental émane de la conférence des partis. Et je pense que à travers ces mécanismes, les organisations de la société civile sont représentées, ont la possibilité de pouvoir faire, disons, des contributions à travers les différentes sessions, que ce soit thématiques, que ce soit lié, disons, au comité plénier ou à la conférence de partis, au CRIC et au CST. Mais ce qui est important, c'est vraiment de renforcer, disons, la sensibilisation, la compréhension, de mobiliser davantage les différentes parties, y compris de la société civile, et d'apporter un soutien donc technique parce que nous en avons les capacités. Donc, juste pour revenir sur les recommandations clés, je pense que la gestion proactive de la sécheresse en est un, donc y compris pour les aspects de préparation de résilience. La question de la sécurité alimentaire, elle est fondamentale. Donc, la gestion durable des terres et de l'eau, donc j'en ai déjà parlé. Mais surtout, le dernier point sur lequel je voudrais m'appesantir au-delà des aspects d'inclusion pour en arriver à la conclusion, c'est qu'on arrive à rendre opérationnel et de façon vraiment effective les initiatives qui ont été prises, telles que le partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse. Nous avons le fonds d'investissement pour la résilience et la sécheresse, été mis en place donc pour accroître les investissements. Mais nous avons eu d'autres initiatives et jusque-là, j'ai du mal à comprendre quels sont les impacts donc, de ces initiatives. Nous avons eu l'initiative de Shangwan, l'initiative de Ankara, nous avons eu, disons, le mécanisme d'Abidjan, etc., etc. Et c'est à la société civile, je pense, de pouvoir faire ce travail d'évaluation-là pour voir s'il est toujours pertinent donc d'aller vers ces initiatives et plutôt de mettre en place vraiment des mécanismes importants qui renforcent la mise en œuvre donc de cette convention-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous et je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir, disons, le faire. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Emmanuel et Nora, hein, pour l'exercice de vulgarisation que vous avez fait sur les processus en cours au sein de la Convention. Donc, les organisateurs du webinaire me disent que nous pouvons encore prendre 18 minutes grand maximum pour répondre aux questions des participants. Je vous remercie, Octavio et Nora, d'avoir répondu déjà par écrit à certaines des questions. Il y a eu plusieurs questions, peut-être sur lesquelles je voudrais quand même vous entendre à l'oral. Plusieurs questions qui concernaient déjà la synergie entre les conventions, l'amélioration de cette synergie. Est-ce que vous avez des pistes pour améliorer cette synergie? Je vois que Nora hoche la tête, donc Nora, allez-y. Merci, merci Manon. Au fait, une piste importante et en plus, il faut vraiment parler concret, une piste pour développer cette synergie entre les trois conventions et l'utilisation, par exemple, de la gestion intégrée des terres. Et on a développé ce qu'on appelle des lignes directrices, Guidelines for Integrated Land Use Planning. Donc, la gestion intégrée des terres qui pourrait être faite dans un seul processus, qu'elle soit nationale au niveau national, c'est-à-dire comment on appelle ça, sous-national, c'est-à-dire dans des districts ou au niveau local, qui regarde d'une part, c'est-à-dire qui compile un peu où on en est, la condition des terres et de son utilisation, et de l'eau aussi, bien sûr, de l'eau, des ressources naturelles, de l'utilisation des terres et des sols et de l'eau, et quel est le potentiel de ces terres, mais bien sûr basé sur un- une participation multi-acteurs, donc des différents acteurs, que ce soit la société civile, les pastoralistes, les paysans, les différentes institutions qui travaillent dans ces actions, soit qui affectent
soit qui sont affectés par l'utilisation des terres pour améliorer les bénéfices non seulement à la sécurité alimentaire, non seulement à la gestion durable des terres, mais aussi à la réponse aux commitments, donc aux engagements des 3 conventions. Et on est en train de développer une étude de cas avec d'autres partenaires, je l'ai écrit dedans, inclus IRI, GIZ, etc. Euh, dans un cas en Mongolie, avec aussi une bonne évaluation économique, quel est le coût de ce processus-là pour aussi démontrer que avec un seul processus, on peut répondre aux différents engagements, que ce soit au niveau national, au niveau international, et d'autre part, pouvoir répondre aux besoins des communautés locales et au développement rural. Donc, et les résultats de cet exercice seront présentés à la COP 17 en Mongolie. Voilà, donc je voulais juste donner une piste, au moins un exemple. Merci Nora. Et Merci. si je comprends bien aussi, avec ce type de processus, finalement, on devient un peu plus efficace avec l'argent Oui, qui peut être investi tout à et fait. qui va délivrer de multiples bénéfices. Donc ça fait la transition aussi avec de nombreuses questions sur l'enjeu du financement de l'action pour la Convention désertification. Et à ce sujet, peut-être que je suggère aux organisateurs de la série de webinaires d'en prévoir un peut-être l'année prochaine dans la prochaine série sur les enjeux de financement de la neutralité en matière de dégradation des terres, parce que je crois que c'est une question dont on fera jamais le tour. Mais peut-être, Octavio, sur cette question des financements, est-ce que vous avez des choses à partager, vous qui avez occupé plusieurs positions en lien avec la Convention de désertification, est-ce qu'il y a des choses à partager sur cet enjeu de financement? Y lo, Octavio. sí, Oui. lo importante del financiamiento es ver cuál es la composición del financiamiento a la hora de producir o desarrollar actividades, en los cuales un pequeño porcentaje. He is muted. He is muted. Sí, perdón. Digo que cuando uno analiza el tema de financiamiento, tiene que saber que el incentivo financiero, la ayuda externa, es muy importante, pero es el porcentaje más bajo del dinero que se afecta en la actividad. Por lo tanto, el financiamiento externo es un financiamiento catalizador que puede desarrollar iniciativas nuevas, pero en la actividad productiva, el mayor porcentaje del tiempo y dinero invertido es local. Uno puede hacer un desarrollo para un programa de neutralidad de degradación de las tierras e invertir X millones de dólares de la inversión. Ahora, para que sea exitoso, tiene que haber una cantidad de dinero disponible y de tiempo en productores, en campesinos, en rutas, en caminos, en la feria, en la comercialización local, en el mercado de proximidad. O sea, lo que hay que entender es el gran porcentaje del dinero que los países usan en sus territorios es superior en amplio porcentaje a la inversión que venga externa. Lo que hay que hacer es combinarlos y alinearlos, digamos. Ese me parece que es el desafío. Pero las horas hombre o mujeres del trabajo local es infinitamente mayor a la inversión externa que se pueda dar en esa zona. El tema es que se necesita de la inversión externa para los bienes de capital o las inversiones primarias, pero por eso digo, el tema financiamiento es un tema que hay que analizarlo integral. Y si me permites una cosita, es lo que decías recién, el tema de la sinergia. La sinergia negativa o positiva es a nivel local, es total. Degradación de tierras es emisiones directas y es pérdida de biodiversidad. Neutralidad de la degradación es carbono en suelo
y protección de la biodiversidad. Y en escala local es seguridad alimentaria, por lo tanto mejor calidad de vida para la población. Ese dato, esas dos combinaciones de tener una estrategia local como LDN y analizar bien cómo es el tema financiamiento, me parece que es la clave para salir, para no fracasar, digamos. Merci beaucoup Octavio, hein. Donc si je comprends bien, il faut voilà générer de la valeur ajoutée localement et puis pouvoir mieux valoriser finalement ce qui est déjà investi par les nombreux paysans à l'échelle des territoires. Euh, Concernant cet enjeu de financement, on a parlé aussi en lien avec ce qui se passe sur les terres agricoles. On a parlé lors de la dernière COP et je pense qu'on en reparlera à la prochaine COP de la redirection des subventions à l'agriculture qui aujourd'hui pour beaucoup sont dirigées vers des pratiques finalement néfastes à la vie des sols, néfastes à la résilience des territoires et donc on estime qu'il y a beaucoup d'argent qui est là, qui existe déjà, qui va vers des mauvaises choses et qu'il faut qu'on puisse rediriger vers des pratiques favorables à la restauration, la gestion durable des terres et des terres agricoles. Peut-être une question pour Emmanuel sur la sécheresse. Plusieurs participants, notamment Jovis et Hélène, demandent comment sur le terrain on peut faire face à la sécheresse, comment on peut peut-être mieux capter les eaux qui tombent lors de saison des pluies pour pouvoir tenir en période ensuite de sécheresse. Oui, donc si je peux répondre, Oui. il y a beaucoup de technologies qui sont déjà en train d'être développées pour rationaliser l'utilisation donc de l'eau, hein. Donc que ce soit les impluviums au niveau de Madagascar ou les bassins de rétention, parce que il peut y avoir des sécheresses, mais disons le plus souvent dans les zones où on connaît des moments de sécheresse, il peut y avoir des précipitations fortes. Au niveau du Sénégal, il y a, disons, il y a des initiatives qui ont été tentées, hein, donc pour mettre en place des bassins de rétention. Mais je pense que quelque part, il faut qu'on change aussi de lentille, hein, donc d'analyse. Changer de lentille d'analyse, c'est de ne plus faire de ces problèmes-là, disons, des problèmes comme nous les abordons, mais comme des opportunités. Je ne peux comprendre que dans un pays donc, qui est traversé par un fleuve, on continue toujours à nous parler de désertification et de sécheresse. Il y a beaucoup, quand je regarde dans l'Afrique, nous avons pratiquement plus de 27 cours d'eau, plus de 27 cours d'eau. Et quand on regarde tout au long de ces cours d'eau, il n'y a pas grand-chose qui est fait en matière d'agriculture. Si on avait déplacé des Chinois dans ces zones-là, je suis certain qu'ils feraient, disons, un développement dans ces zones. Donc, c'est le plus souvent la façon dont on aborde ces questions. Si on ne parle pas, disons, de rentabilité, disons, dans ces zones qui sont affectées par la sécheresse, disons, que ce soit de rentabilité économique, de rentabilité environnementale, on ne pourra pas inviter les uns et les autres à aller investir dans les zones. Mais les investissements, il y en a. Maintenant, ça dépend de l'échelle à laquelle ces investissements-là sont faits. Donc, parce que si vous regardez, par exemple, dans certaines zones, la riziculture, il y a une bonne production de riziculture, une bonne production maraîchère, et on ne parle pas de perte post-récolte parce que le marché ou la transformation n'est pas suffisamment organisé. Donc, il y a vraiment des éléments sur lesquels nous devons davantage travailler pour montrer la rentabilité donc, dans les zones et les opportunités dans les zones qui sont affectés par la sécheresse. Je pense qu'il y a des initiatives qui le permettent. La Grande Muraille Verte, en parlant de synergie, en étant. Et la synergie, je voudrais bien y revenir, ne s'oppose pas au niveau local. La synergie s'oppose au niveau des approches et des politiques, mais surtout au niveau des instances internationales où on a un secrétariat ici, un secrétariat là-bas, alors que quand on parle de sécheresse, on parle bel et bien des questions relatives aux événements évolutionnants, donc au changement climatique qui affectent la biodiversité. Donc, au niveau local, cela ne se pose pas parce que vous posez à un paysan
c'est quoi le changement climatique, il vous donnera comme caractéristique des aspects relatifs à la sécheresse. Donc, c'est à nous aussi d'aider à une meilleure compréhension de ces questions-là et de renforcer la synergie, pas seulement comme on veut pire, mais comme une réalité déjà sur le terrain. Après, maintenant, ce sera une approche bottom-up au lieu que ce soit une approche top-down. Donc, il faut qu'on change, disons, l'analyse que nous avons et que nous ne soyons pas aussi influencés par les dictats donc, qui viennent, disons, du global vers le local. Changeons les choses à partir du local vers le global et en ce moment-là, on ne sera plus là en train de parler de synergie parce qu'elle existe déjà au niveau local. Merci. Merci beaucoup Emmanuel. Donc avant de conclure, je voudrais vous donner à tous les trois la parole vraiment une dernière fois pour une intervention très courte sur la recommandation que vous avez qui vous semble la plus importante sur la manière dont les organisations de la société civile vont pouvoir s'engager plus efficacement auprès des partis en vue d'influencer la prochaine COP, la COP 17 qui aura lieu au mois d'août. Donc Emmanuel, qui était le dernier à parler, et le premier à présent, quelle est votre dernière recommandation, pardon, pour les OSC en vue de la COP 17? Oui, disons, ma recommandation, c'est déjà renforcer l'engagement parce que vous savez, tous se tournent vers la biodiversité et les changements climatiques. Et il faut qu'il y ait des soldats donc, qui gardent aussi le combat pour la lutte contre la désertification. Donc, ce qui permettra au moins de pouvoir rediriger, comme on l'a dit, des ressources donc, sur cette question-là. Et il y a un travail de fond à faire. Si on peut faire un plaidoyer pour avoir un protocole sur la sécheresse, c'est possible. Engageons-nous-y pour nous permettre à nos populations de mieux renforcer leur résilience. Merci. Sujet en tout cas qui va être un sujet chaud de la prochaine COP. Merci Emmanuel. Nora? Merci Manon. Concernant par exemple, je dirais au fait sur tous les sujets, parce qu'il y a bien sûr l'agenda de la COP 17, hein, déjà sur le site web de la CCD, de la Convention de lutte contre la désertification. Sur tous les sujets, il faut aller, vous êtes dans votre pays, il faut aller chez votre point focal de la Convention de lutte contre la désertification, vos réseaux des ONG avec les différents secteurs, etc. C'est important d'être là, d'être engagé et de contribuer avec vos inputs, avec votre force, non? Parce que vous êtes au cœur de l'action dans votre pays. Donc, n'attendez pas jusqu'à ce que la Mongolie. Il faut déjà aller de l'avant maintenant. Deuxièmement, par rapport à la guidance sur l'agriculture que nous sommes en train de développer, eh bien, vous obtiendrez, vous serez certainement, non, vous aurez l'opportunité de recevoir certainement à travers nos CSO panel le draft, le projet de cette guidance que nous allons envoyer malheureusement en anglais pour cette fois-ci parce qu'on ne pourra pas avoir le temps de traduire, au moins pour donner vos inputs, même en espagnol ou en français, comme vous voulez. Donc, on peut aussi, bien sûr, accepter des inputs en français ou en espagnol pour qu'on puisse intégrer et présenter à la COP 17. Voilà. Merci Merci beaucoup. Nora. Merci Nora. Et je tiens à préciser que si vous connaissez pas votre point focal national désertification, les contacts des points focaux de chaque pays sont sur le site de la Convention désertification. Octavio, un dernier mot très rapide. Y decirles que ya no basta con representar a una comunidad local. Hay que tener un plan. O sea, ya no, la representación por sí no garantiza el acceso a planes de transformaciones, como dijo Emanuel o como dijo Nora. Hay que tener una estrategia, además de una representación. Y hay que ofrecer alternativas que solo lo conoce quien trabaja en el local. Montar un sistema de alerta para sequía comunitario es imposible de hacerlo sin la comunidad.
pero es imposible que cualquier organización fuera de esa localidad pueda financiarlo si no se lo presenta o no lo puede ejecutar con éxito si no son de la comunidad. Entonces, yo creo que hay que pensar en neutralidad de la degradación. Bueno, ¿qué pasos comunitarios necesitamos hacer? Sequía, ¿qué pasos comunitarios necesitamos hacer? Financiamiento o restauración también, ¿qué pasos concretos? Entonces, la organización de la sociedad civil que participe de la COP o que pueda integrar Drainet o la red de organizaciones, el panel, tiene que venir con estrategias locales a discutirlas en el ámbito de la convención, a interactuar, y me parece que ese es el trabajo nuevo, o no sé si nuevo, hay unos que lo hacen hace muchos años, pero el trabajo de la organización no es solo la representación, sino hay que venir con una estrategia y un plan comunitario. Merci beaucoup, Octavio. Je remercie à nouveau nos trois panélistes. Je remercie également les organisateurs du webinaire au sein du projet CS pour LDN et en particulier Madame Aniela Bachari et Madame Marie-Oldy Sanchez Santibanez pour la préparation de ce webinaire et pour m'avoir donné l'opportunité de l'animer. Je remercie également nos interprètes qui permettent à ces échanges d'être accessibles au plus grand nombre. L'enregistrement et les présentations du webinaire d'aujourd'hui vont vous être envoyés par email et seront bientôt disponibles sur le site web de Drynet. Pour le trouver dans votre moteur de recherche, vous tapez Drynet désertification. Et on vous invite à rester engagé et à suivre les prochains webinaires. Le prochain aura lieu le 14 mai, portera sur la neutralité et le genre. Voilà, restez à l'écoute des prochaines communications sur le projet CIRES pour LDN ainsi que de la newsletter du site web de Drynet. Merci à toutes et tous pour votre participation. On termine avec 17 minutes de retard, c'est pas trop mal. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Au Au revoir. plaisir. Merci beaucoup.